3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au 12e jour de guerre en Ukraine. Nicolas Brault est avec nous en plateau, le directeur des gestions d'Oudar Gestion. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Florent Delorme de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste macro de M&G Investments et Gustavo Orenstein avec nous également ce soir, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Quels sont les éléments d'analyse qui guident votre réflexion, vos réflexions d'investisseurs à ce stade? Alors, je donne juste quelques éléments de contexte. On est tous évidemment focalisés sur la même actualité depuis plus de 10 jours maintenant. À ce stade, les États-Unis parlent assez vivement d'un embargo sur le pétrole russe. On comprend que ce serait d'ailleurs peut-être un premier point de divergence entre les États-Unis et l'Europe sur l'homogénéité de l'arsenal de sanctions qui a été décidé il y a quelques jours maintenant. Des phénomènes de dislocation sur les marchés qui se poursuivent. On peut peut-être évoquer cet aspect-là avec un sentiment de panique peut-être qu'on a frôlé ce matin sur les marchés d'actifs risqués en Europe notamment. Et puis des réunions de banque centrale qui vont revenir, à commencer par la BCE ce jeudi, qui commence peut-être à regretter le monde dans lequel on évoluait il y a ne serait-ce qu'un mois maintenant, le 3 février étant le pivot hawkish de la Banque Centrale Européenne. Quels sont les éléments d'analyse qui guident votre réflexion à ce stade, Gustavo ? Donc effectivement, la première chose, c'est de suivre les événements liés directement au conflit. Ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on ne fait que les subir et les suivre. Et c'est très difficile de dessiner à partir de là une route très, très claire, tant que ce conflit lui-même n'est pas circonscrit et on en sait au moins les limites. Sinon, la grande question pour nous, c'est celle de la diffusion en dehors de la zone euro, enfin de l'Europe en général, que la zone euro, mais de l'Europe. Évidemment, l'Europe est en première ligne dans cette crise, d'abord à cause de l'énergie, notamment le gaz, ça a été déjà largement commenté, mais savoir maintenant, est-ce que ça, c'est pas une diffusion plus générale vers les États-Unis, vers l'Asie, des régions qui sont beaucoup plus, effectivement, plus éloignées, mais qui subissent quand même le choc des matières premières. Non seulement les matières premières liées à l'énergie, mais toutes les matières premières, puisque la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, était important dans le blé, dans le titane, dans le néon, dans énormément de matières premières qui servent dans toutes les productions. Et donc, effectivement, dans le monde globalisé a plein d'avantages. Ça a permis probablement de la croissance très forte qu'on a pu avoir ces dernières décennies, mais en même temps créer aussi ces types de fragilité. Et donc, ça rend beaucoup plus compliqué la lecture de ce qui est en train de se passer. Donc, cette question de la diffusion, est-ce que c'est vraiment très concentré sur l'Europe ? Est-ce que ça commence à se diffuser vers d'autres marchés qui ont peut-être mieux résisté jusque-là ? Je pense notamment au marché américain. Donc, c'est ça ce type de questions. Mais le cœur étant bien sûr la durée du conflit, et ça, pour l'instant, on l'ignore. Sans aller trop loin sur le terrain de la militaire, bien sûr, et de la géopolitique, après 12 jours de guerre, est-ce qu'il y a l'idée d'un espoir de désescalade, ou est-ce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui en tant qu'investisseur ? Oui, il y a toujours quelques espoirs. Aujourd'hui, par exemple, il semble que les discussions entre les Russes et les Ukrainiens, pourraient, on ne sait jamais évidemment, au moins favoriser une désescalade. Peut-être que les Russes, c'est l'impression qu'on a eue dans les communiqués, notamment sur Reuters, qui a eu cet après-midi, que les Russes étaient prêts à arrêter les hostilités avec une liste de conditions un peu plus courte, semble-t-il, que les précédentes. Il faut le dire, non-adhésion de l'Ukraine à aucun bloc que ce soit, OTAN ou Union européenne, reconnaissance que la Crimée est russe depuis 2014 et reconnaissance de l'indépendance des régions pro-russes du Donbass. Voilà. En gros, ce sont les trois conditions que le Kremlin édicte pour, en contrepartie, arrêter les combats à l'instant. Absolument. Mais il semblait qu'avant, il y avait en plus la démilitarisation, il y avait d'autres conditions qui peut-être ont disparu. Enfin, tout ça est très très difficile et vraiment très spéculatif. Mais bon, on peut imaginer qu'à un moment, effectivement, les discussions avancent un peu. Ça dépend aussi de ce qui se passe sur le terrain militaire. Bon, et là aussi, ce qui semble, c'est que malgré les résistances des forces ukrainiennes, les forces russes continuent d'avancer malgré tout. Donc, évidemment, sur le terrain militaire, ça va aussi impacter les négociations. Donc ça, ce sont les espoirs de désescalade. Mais évidemment, l'espoir qu'on revienne en arrière sur toute la pression qui a été mise sur la Russie, ça, c'est beaucoup plus lointain. Bon. Florent, vos éléments d'analyse chez M&G, et puis est-ce que le scénario macro a déjà
radicalement changé. On sent que dans les marchés, il y a l'idée de chercher peut-être effectivement quelle va être la nouvelle histoire macroéconomique à l'issue de ce conflit qui, on l'espère, se terminera un jour ou l'autre. Est-ce que ce risque macro porte un nom aujourd'hui? Est-ce que c'est celui de stagflation? Est-ce que c'est celui de récession? Jusqu'où on va aujourd'hui là dans l'hypothèse et dans les scénarios possibles macroéconomiques devant nous? C'est vrai que les hypothèses sur lesquelles, pour notre part, on travaillait sont fondamentalement remises en cause par les événements des dernières semaines, puisque notre idée, c'était que l'inflation se stabiliserait. On n'était pas dans un cycle structurel d'inflation. Et là, évidemment, le choc qu'on observe sur les matières premières au sens large conduit à mettre de côté cette idée d'une inflation qui se résorberait au cours de l'année 2022. Là, à l'inverse, effectivement, on est sans doute devant un cycle d'inflation beaucoup plus long. Et le point de rupture, c'est cette question, effectivement, d'embargo sur les produits énergétiques russes, là, qui serait un seuil, pour le coup, très douloureux, si toutefois l'Union européenne et les États-Unis s'engageaient dans cette voie. Donc ça serait pour l'économie un choc difficile à gérer, à la fois parce que ça produirait de l'inflation, évidemment, et puis parce que ce serait peut-être récessif. Donc oui, si on doit résumer de manière peut-être un peu réductrice la situation, c'est plutôt l'hypothèse d'une stagflation qui devient un peu le scénario central. Ce qui, évidemment, pour les marchés financiers, n'est pas le scénario le plus satisfaisant. Et donc, on est beaucoup moins serein que nous ne l'étions il y a encore 2 mois. Ouais. Et avec donc cette idée d'une croissance plus faible, d'une inflation plus forte, donc des marges plus faibles pour les entreprises et donc à l'évidence des perspectives bénéficiaires qui ne seront sans doute pas celles qu'on escomptait. Et donc le potentiel de progression des marchés dans ce contexte-là est quand même compliqué. Mais comme ça vient d'être dit à l'instant, on peut aussi avoir, je dirais, un accord qui peut intervenir parce qu'on n'est pas au cœur des négociations, on ne sait pas exactement ce que chacune des parties dit à l'autre. On peut avoir un accord qui peut ramener un peu de calme sur le marché, qui met fin temporairement aux hostilités. Donc le pire n'est pas non plus certain, raison pour laquelle on ne s'inscrit pas non plus en termes d'allocation dans une politique de réduction violente des risques. Donc on a conservé nos allocations qui étaient déjà assez neutres. On n'était pas très exposé au risque avant le déclenchement de la crise. On a maintenu nos expositions parce que l'idée de céder nous-mêmes à la panique et de vendre dans la baisse ne nous semble pas une idée juste. Ce serait une mauvaise manière de gérer les risques, vous dites ? Oui, entre le risque à la baisse qui existe peut-être toujours au moment où on se parle, mais également le risque à la hausse qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, parce le risque de rebond. On voit bien que la situation est quand même extrêmement fluctuante. Donc, céder une partie importante du portefeuille d'actifs risqués, c'est aussi prendre le risque de ne pas bénéficier d'un éventuel rebond. Ouais. Donc, on préfère rester encore assez attentiste et ne pas vouloir considérer que la situation est d'ores et déjà condamnée. Si on n'avait pas d'embargo sur les produits énergétiques russes, la situation sur le plan économique, j'entends, peut encore être gérable pour l'économie européenne. Et un embargo ferme venant dans un premier temps des États-Unis sur le pétrole russe, qui mettrait beaucoup de pression quand même, on l'imagine, sur la partie européenne, ce serait, vous dites, un point de rupture. C'est-à-dire que le marché à, je sais pas, quasi $140 le Brent ce matin n'est pas allé jusqu'à intégrer totalement encore l'idée d'un embargo ferme officiel. Dans les prix ou sur le marché, il y a déjà une forme d'autocensure de la part des acheteurs occidentaux vis-à-vis du pétrole russe. Mais le fait de mettre en place un embargo officiel ferait franchir une étape supplémentaire. Cette idée d'embargo est déjà, il me semble, contenue dans les prix. Maintenant, effectivement, si ça ne se concrétisait pas, ça apporterait un peu de respiration. Donc c'est quand même, ça c'est un sujet extrêmement sensible. Et qui plus est, si cet embargo devait
pour partie concerner les approvisionnements européens. C'est là que réside la vraie difficulté, puisque comme on le sait tous, l'Europe est très dépendante des produits énergétiques russes. Et donc là, on rentrerait dans une séquence assez douloureuse. Bon, si l'Allemagne est un guide en la matière, le chancelier Olaf Scholz l'a réaffirmé aujourd'hui, l'Allemagne s'oppose à ce stade, en tout cas, à un embargo sur le gaz russe et les hydrocarbures russes en général. Nicolas, vos commentaires, votre analyse, vos réflexions sur la situation actuelle. Alors sur l'Ukraine, aucune opinion. Sur les sujets géopolitiques, je n'en exprimerai pas. Je crois que ce que Florent vient de dire, le scénario de la stagflation, c'est à minima. Le scénario de la récession, il est en ligne de mire. Absolument aucune idée si le dollar, le pétrole à 140 € ce matin, c'est un pic. On a vu 0 il y a 2 ans, on peut voir 200. Medvedev l'a menacé la semaine dernière. Bon, tout est possible. En revanche, le risque de récession, il croît de jour en jour. Et il n'était pas, je précise d'entrée de jeu, pas vu venir ce coup-là, pas vu venir cette crise, on n'a rien vu. Comme il y a 2 ans d'ailleurs. Mais le scénario, l'hypothèse d'une récession n'était pas quelque chose qui remonte au mois de février. C'est antérieur. Les taux à 10 ans américains au-dessus de 2%, l'aplatissement de la courbe, la hausse de l'inflation, des prix des matières premières, de coût de la main-d'œuvre, de ceci, de cela, de la supply chain. C'est antérieur. Mais c'était plutôt une idée. Ça gronde. Et puis là, il y a un événement. Alors peut-être un événement majeur ou un catalyseur, une fois de plus. Et je suis plus de ce camp-là. Je crois que c'est plus un révélateur de pas mal de choses, a priori, qu'un vrai game changer pour l'ordre mondial qui n'était pas dans une béatitude de sécurité et de calme. Une fois qu'on a dit ça, mon sentiment, c'est qu'il faut acheter. On a du cash, il faut acheter. Et on a passé une année 2021 à pas vouloir acheter parce que ça montait trop, puis ça baissait jamais, puis il n'y avait jamais de fenêtre d'opportunité. Maintenant, on peut aussi se dire c'est la fin du monde, et on va acheter des obligues. On dit des bêtises quand on parle. Mais est-ce qu'on a plus envie d'acheter des obligues aujourd'hui qu'il y a 1 mois ou 2 ? Non. Le cash, il va rémunérer où ? Alors, il faut acheter les US, quoi. Pour des taux à 0,50 dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, parce qu'on a déjà des prix qui correspondent à l'idée d'une récession, là, aujourd'hui, sur le marché ? Je sais pas. Au cas par cas, je ne sais pas, sur certaines grandes compagnies emblématiques. Le problème, c'est qu'à chaque crise, il y a des segments de l'économie qui sont fragilisés et d'autres qui traversent quand même assez bien les crises. Donc, ayant dit ça, vous aurez compris que j'ai un biais, nous avons un biais pour les chocs, il y en a tout le temps. Il y en aura d'autres. Le sujet de Taïwan sera beaucoup plus sérieux que le sujet, je crois. C'est une répétition de ce point de vue-là Non, j'en sais rien. On ne va pas jouer les stratèges géopolitiques. Donc, je crois que quand on a du cash, quand on n'en a pas, on n'en a pas. Je rejoins Florent. On est dedans, on est pris au piège, mais on fait beaucoup de bêtises en virevoltant dans nos convictions. Ça, qu'est-ce qu'on dit ? Donc il faut rester fidèle à sa stratégie, pas écouter trop le bruit, parce qu'il y a quand même des parallèles avec le Covid. D'ailleurs, un parallèle temporel qui est assez troublant. Alors, je n'ai pas fait d'analyse technique, je n'ai pas vu de papier. Enfin, j'espère que si c'est le cas, c'était mi-mars 2020, 17 mars, c'est ça. Dans l'inflation des commentaires, il y a un parallèle qui est troublant. Il y a quand même personne qui a mis les pieds en Ukraine, mais qui a une opinion dessus. Sur le pétrole, c'est un vrai sujet. Pour le monde des comos, c'est un vrai sujet. Donc, pour le consommateur, c'est un vrai sujet. C'est pas le premier choc, mais c'est un vrai sujet. Pour le reste, la Russie, c'est un nain. Enfin, l'Ukraine, j'en parle pas. Oui. C'est un nain. C'est un nain. Mais c'est pas une question de PIB, c'est ce que je dis. D'accord.
si on fait le rationnel, il y a des tas de choses, et je dis peut-être d'énormes bêtises. En attendant, acheter au son du canon est quelque chose qui n'est pas complètement idiot. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglément, il faut faire des choses avec lesquelles on est à l'aise dans ses prises de décision et des positions qu'on peut tenir. Est-ce que pour des secteurs, alors je sais que vous les affectionnez particulièrement, on se connaît depuis plusieurs années, Nicolas, on parle par exemple du secteur du luxe avec vous régulièrement. Est-ce que ça change le cas d'investissement pour des acteurs mondiaux du luxe type LVMH, Hermès, alors qu'ils participent également aux annonces du moment, qui ferment leurs quelques centaines de boutiques ici et là, en Russie, beaucoup plus qu'en Ukraine, évidemment. Ça serait bien de ne pas répondre, mais pas sérieusement. L'effet richesse, oui. S'il y a de la destruction de trillions de dollars de capis boursières, oui. Mais attention, les effets refuges, c'est aussi sur des produits de luxe. Le Russe, ce que j'ai entendu, il va acheter des montres. Puisque sa monnaie vaut rien. Il a besoin d'un actif tangible. Un actif tangible. Ouais. Donc, est-ce que ça change sérieusement ? La clientèle russe est non significative pour ces acteurs-là. Et ceux qui consommaient à Chelsea, à Courchevel ou ailleurs... Saint-Tropez ou autre, oui, Miami. Je ne sais pas. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout état de cause, ça n'a rien à voir avec un sujet de la diaspora chinoise ou de la clientèle chinoise en Chine. Rien à voir. Donc, de ce point de vue-là, LVMH valait 700 € et on pensait que ça pouvait aller à terme vers 1000. Bon, si ça vaut 550, c'est moins cher. Ouais. D'où mon propos, qui n'est pas péremptoire, je peux dire des bêtises. Mais c'est moins cher qu'il y a 3 mois, de façon significative, c'est un achat. Ou on s'abstient. Parce que le jour où on y verra clair, le marché est une avance. Ce sera trop tard. Ah bah bien sûr, les prix bougent avant la réalité. Voilà. Oui, ça. Et de ce point de vue-là, c'est l'autre sujet par rapport à la récession, c'est le risque d'une erreur de politique monétaire. Donc il y a un truc qui nous obsède un peu tout le temps. Là, il y a de nouveau, il y a un croisement inverse. Il y a une inflation dans Main Street et puis il y a une déflation dans les actifs à Wall Street. Ouais. Mais les banques centrales, enfin, messieurs... la question va être posée. Elles ont suggéré ça dans le passé. Oui. Mais on ne sait jamais comment. Mais quel est l'outillage aujourd'hui des banques centrales ? Le parallèle Covid est intéressant, il y a un effet mémoire très fort. Ce qui a quand même généré le rebond du marché, c'est la capacité d'action sans limite qui a été mise sur la table par les banques centrales, par les autorités budgétaires et fiscales, les gouvernements pour dire les choses simplement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de répit entre la crise du Covid et la crise russe depuis 15 jours, Gustavo. La BCE se réunit jeudi. Dans quelle mesure on peut encore compter sur le soutien des banques centrales, alors du point de vue du marché, mais du point de vue des États également. Bruno Le Maire le dit ce matin, on va continuer de prolonger le bouclier tarifaire jusqu'à ce que la crise se calme. Le bouclier tarifaire en France, c'est 20 milliards en quelques mois déjà dépensés, qu'il va falloir renouveler, prolonger, etc. Non, c'est sûr que les banques centrales, ce type de choc, ça les gêne. C'est un choc, on va dire, type d'offre. Un choc lié au pétrole. Donc, pour l'instant, leur mission, je dirais, à court terme, c'est essentiellement des questions de stabilité financière. Et donc, c'est de faire en sorte, en tout cas de vérifier que les marchés financiers fonctionnent correctement, que la correction, elle est là, elle existe évidemment, mais qu'elle se fait sans poser trop de problèmes de financement ou de problèmes de gap de liquidité trop violents, ce qui semble être le cas. En tout cas, c'est ce qu'ont dit à la fois le Trésor américain et la Réserve fédérale. Powell l'a rappelé dans les questions-réponses lorsqu'il était interrogé il y a quelques jours. Pour l'instant, le fonctionnement est normal. Il n'y a pas de problème de squeeze sur le dollar, de problème des banques centrales qui seraient en grande difficulté ou d'autres, des problèmes d'appel de marge ou d'autres. Donc il semblerait que les dollars, notamment en termes de système international, circulent à peu près normalement et que donc il n'y a pas de grand... la crise financière n'augmente pas. Ce qu'il y a, c'est une correction très violente des prix, notamment en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Ah oui. Mais les marchés, en tout cas internationaux, semblent fonctionner à peu près normalement, à l'exception évidemment de la Russie elle-même. Donc, mais pour le reste, ça semble donc. Je pense que les banques centrales vont surtout regarder ça du côté de la politique monétaire elle-même, forcément, et c'est surtout de l'attentisme du côté de
la Réserve fédérale. Et c'est surtout la BCE qui est dans une situation un peu compliquée parce que j'imagine qu'on attendait un peu de solidarité vis-à-vis de l'ensemble du fonctionnement de l'Europe en ce moment. Donc on peut imaginer effectivement une manière d'aider un peu, peut-être de prolonger les achats, peut-être d'avoir un discours plus prudent sur les hausses de taux. Mais c'est compliqué, forcément c'est compliqué parce qu'il y a de l'inflation et l'inflation va au moins à court terme accélérer. La ligne que la BCE ne franchira pas, en tout cas jeudi, c'est de remettre en cause sa normalisation de politique monétaire. Elle peut la reporter, elle peut la décaler, elle peut modifier sa séquence, mais à ce stade, vous dites, ce serait une erreur pour elle de remettre en cause l'idée d'une normalisation à terme de sa politique monétaire face à l'inflation, alors qui était quasiment à 6% sur la dernière marque en zone euro, et qui, évidemment, ne tenait compte qu'en partie des conséquences de la crise russe. Ceci étant, je distinguerai la première phase de l'inflation de la deuxième. L'inflation qui vient vraiment là directement du pétrole, du gaz, lié aux opérations militaires, et lié à l'embargo sur la Russie n'est pas exactement de même nature. Par exemple, la première phase des hausses des prix, on pouvait s'interroger sur l'impact sur les hausses de salaire, les effets de second tour. Effectivement, après tout, c'est un boom économique. Et donc, on pouvait s'interroger. Cette fois, le côté boom économique, ça va être moins visible. La spirale prix-salaire, je pense un peu moins évident. Sur la deuxième phase, je pense qu'une des entreprises sont tout à fait en capacité de dire là, écoutez, c'est vraiment un choc très négatif et on n'est pas du tout en capacité d'accompagner ça par des hausses de salaire. D'ailleurs, il est possible que les travailleurs eux-mêmes ne la demandent pas. Enfin, c'est vraiment très particulier. Si on rentre dans tout ça, c'est une histoire de comportement des agents économiques, c'est difficile d'anticiper. Ceci étant, je trouve que le narratif de la première partie de la hausse des prix n'est pas du tout le même que le narratif de ce qu'on va voir maintenant, qui semble vraiment directement à un choc d'offres, un embargo, la guerre. C'est quand même pas du tout pareil. On sait que même parfois, pour augmenter les prix, les entreprises regardent l'environnement. Augmenter ses prix lorsqu'il y a un boom économique, c'est une chose. Augmenter ses prix lorsqu'il y a des pénuries, ça peut être quelque chose de plus difficile à faire d'un point de vue psychologique. Donc, c'est pas évident. On l'avait vu d'ailleurs quand il y a au moment du Covid, en 2020, des entreprises qui n'ont pas augmenté leurs prix, qui auraient pu le faire, ne l'ont pas fait, se sont retenues parce que ça semblait pas terrible en termes de communication d'augmenter ses prix dans un moment de difficulté. Sur le réglage des politiques monétaires, on aura peut-être quelques réponses jeudi avec la BCE, la semaine prochaine avec la Fed. Alors, deux histoires qui semblent d'ailleurs diverger à nouveau, Florent. Le 3 février dernier, dans la communication de la BCE de Christine Lagarde, on avait eu le sentiment que la Banque Centrale Européenne reconvergeait un peu vers la normalisation de la Fed, essayer de rattraper un petit peu la Fed. Aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas, on le voit sur l'euro-dollar, sur la course des taux obligataires entre les États-Unis et l'Europe, on a l'impression que le marché est en train de dissocier assez nettement les deux histoires. Est-ce que c'est un constat que vous partagez chez M&G et qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, côté BCE, côté Réserve fédérale américaine ? C'est vrai que les mois qui viennent pour les banques centrales vont être difficiles à gérer, en particulier pour la BCE, parce que on est face à des forces contradictoires, des objectifs qui se télescopent. Et donc, les priorités vont difficiles à définir. Et je pense qu'aucun choix très tranché ne sera fait, puisqu'il faudra trouver un compromis qui puisse faire tenir disons, l'équilibre des systèmes financiers, l'équilibre social, et tout ça, finalement, va se piloter un peu à vue. Donc, on peut sans doute estimer que le cycle de hausse de taux va quand même être enclenché, parce que les niveaux d'inflation qu'on avait déjà et ceux qui se profilent, si on en croit les prix très forts qu'on nous annonce durablement, sur le pétrole et le gaz, on voit mal quand même les banques centrales et en particulier la BCE ne pas faire un geste sur les taux d'intérêt dans un contexte comme ça. Maintenant, le geste ne pourra pas être d'une très grande ampleur puisque, notamment en ce qui concerne la BCE, mais c'est aussi le cas des États-Unis, il faut quand même continuer à soutenir une montagne de dettes, à la fois dettes souveraines et dettes corporate, qui doivent se refinancer. Et on voit mal non plus si les conditions de financement
deviennent beaucoup plus difficiles. On voit mal comment cet échafaudage peut tenir. Donc, les banques centrales qui ont à cœur de maintenir cette stabilité financière ne peuvent pas non plus provoquer un choc de taux qui mettrait à bas l'édifice de l'endettement. Et c'est vraiment tout particulièrement vrai dans la zone euro. Ouais. On sait bien que la stabilité de la zone euro, sa cohérence, ne tient qu'à la Banque centrale. Donc ça, c'est une contrainte forte. Qui est déjà beaucoup moins présente sur le marché de la dette en zone euro qu'elle ne l'était en 2021. Enfin, c'est ce qui est prévu. En 2021, la BCE couvrait allègrement toutes les émissions nettes des États de la zone euro. Ça n'est déjà plus le cas en 2022 et ce sera normalement plus le cas du tout en 2023. Ce ne sera plus le cas jusqu'à ce que des problèmes apparaissent sur les marchés. Donc, il me semble quand même que les taux vont être montés un petit peu, qu'à la moindre signe de fissure ou de dislocation des marchés de dette souveraine ou de crédit, les banques centrales, et en particulier la BCE, utiliseront à nouveau leur bilan. Donc, dans l'ordre des priorités, il me semble que la priorité numéro 1, ce sera toujours la soutenabilité des dettes souveraines et les conséquences corporate. Ce sera d'abord cette priorité avant la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, elle sera testée. Et si, c'est là où je parle de navigation un petit peu à vue en fonction des circonstances. Si, à l'inverse, des mouvements sociaux extrêmement prononcés se développent parce que le pouvoir d'achat est fortement amputé, on donnera un coup de barre de ce côté-là. Donc, pour essayer de stabiliser cette question-là. Mais ça passe peut-être aussi par une fuite en avant. Ça pourrait être de décider une indexation automatique des salaires sur l'inflation, et pour pas casser trop le peu de croissance qu'on aura. Et on peut très bien faire le choix de rentrer dans un régime type années 70, avec une indexation des salaires qui sera imposée par les pouvoirs publics. Et là, si vous voulez, c'est un choix qui serait d'un certain point de vue un peu rationnel. Hein. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas provoquer un choc de financement et des défauts de pays de la zone euro, et qu'en même temps, vous ne voulez pas trop de mouvements sociaux parce qu'une perte de pouvoir d'achat, il y a la solution de la fuite en avant, où là, effectivement, c'est le porteur obligataire qui, lui, se fait euthanasier, comme on dit habituellement. Mais c'est une voie qui sera sans doute la plus rationnelle si vous êtes aux commandes et que vous devez gérer à la fois des mouvements sociaux et refinancer régulièrement votre État. Finalement, une politique type années 70 peut aussi être justifiée. Alors pour les marchés financiers, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que là, la variable d'ajustement, dans ce cas-là, c'est le détenteur d'actifs qui est sacrifié au profit des États et du pouvoir d'achat des populations. Donc, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, on va essayer de trouver une ligne de crête, montant un peu les taux, voir si les pertes de pouvoir d'achat ne mettent pas en cause la stabilité de la société. Et si ça bouge un peu trop du côté de la rue, il est évident que dans ce cas-là, la question de l'indexation des salaires se posera inévitablement. Et que là, on rentre dans une vraie inflation structurelle. Parce que la boucle prix-salaire, là... Comme vous l'avez très bien dit, c'est un scénario très différent de celui que vous aviez en tête. Exactement. Voilà. Donc, je pense que tout est encore assez ouvert, mais en même temps, les choix se referment assez vite quand on est aux commandes. En termes d'investissement, Nicolas, qu'est-ce que cette crise... Alors, vous dites, évidemment, les crises révèlent. Moi, je note crise énergétique qui s'intensifie, qui se durcit avec une question de la transition énergétique qui était déjà présente, évidemment, mais on voit bien le calendrier s'accélère, la nécessité s'accélère. Crise sécuritaire aussi, c'est quand même un sujet. Ça donne le thème de l'énergie, ça donne le thème de la défense également. Est-ce que ce sont deux thèmes là qui deviennent centraux? Alors, celui de l'énergie sans doute. Est-ce que le thème de la défense au sens large, devient là aussi un thème central pour l'investisseur? Et quand je dis central, c'est pour plusieurs années. Enfin, une espèce de méga trend qu'on n'avait pas mis comme ça sur la table ces derniers temps et qui est en train d'être discuté, débattu chez les investisseurs. Comment on se positionne par rapport à ces enjeux et comment, en tant qu'investisseur rationnel, responsable, comment est-ce qu'on aborde ces deux thèmes-là, ces deux idées? Je crois beaucoup plus à la puissance du thème énergétique, parce qu'il est porté socialement,
il est porté par des générations qui commencent à dire nos enfants, enfin les miens. Je suis un peu plus âgé que vous probablement, qui commencent à dire qu'ils veulent plus faire d'enfants. Ça, j'y crois. On a une responsabilité. On est à la traîne, hein, nous, ma génération. Mais il y a quelque chose qui est en mouvement et qui est irréversible, et d'autant que le monde corporate en est le héros. Va le mettre en pratique, le fait au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Tout ça s'est fait d'irriter depuis 1 an après avoir explosé l'année d'avant. Remonte tout d'un coup parce qu'on a franchi des seuils sur le baril de pétrole. Il y a un problème de modèle économique sur tout ce qui est énergie renouvelable. Mais on va trouver. Sur la défense, j'y crois, mais j'y crois pas, quoi. C'est bien de le dire. C'est le débat. On n'a pas un de nos parents, des parents qui sont prêts à envoyer leur fils pour se battre, nulle part. Et il n'y a pas d'argent. On fait comment ? Parce qu'on ne découvre pas que les armées sont laissées pour compte et que c'est des gens qui ne râlent pas trop. Non, mais quand l'Allemagne dit qu'elle va mettre 100 milliards de dépenses militaires, il y a un appel d'air, ça crée quelque chose quand même. Attendons les faits. Le pouvoir politique parle. L'exécution, c'est la clé. Je peux faire j'ai pas la télé, donc je regarde pas la campagne électorale. Mais excusez-moi, les mots n'ont pas de poids. Est-ce que l'Allemagne... Oui, là, c'est quand même... On va passer à 2-3% de... Enfin. Mais Trump est passé par là il y a 4 ans et a dit le parapluie américain, ça n'existe plus. Donc, là, ça devient une réalité, là. Oui, c'est plus sensible, donc on va faire davantage de choses. De là à faire un changement majeur dans l'allocation financière à ces secteurs-là, nonobstant le cas allemand qui était archi sous-investi, je crois plus au machin énergétique, parce que c'est global. On n'a pas découvert l'insécurité. C'est frappant de voir quand même que la Russie, et je ne suis pas un expert géopolitique, ça fait des années que toute occasion de déstabiliser l'Europe est saisie. Le UK en est un merveilleux exemple. Les Gilets jaunes en France, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Hein. Ils sont partout. Ça fait des années que l'instabilité sociale est quelque chose qui plaît au pouvoir russe. Donc on ne découvre pas tout ça. C'est pour ça que je dis, c'est plus un révélateur, un catalyseur qu'un game changer, ce qui se passe. Mais vous croyez à l'idée que la transition énergétique s'accélère au moment où on parle, plus qu'elle ne va se mettre en pause ? Oui, c'est irréversible. Puis un autre point qui est important, dont je ne mesure pas les conséquences, mais c'est grave, c'est ces sanctions. Vous nous guidiez tout à l'heure sur le thème de on a rayé de la carte la Russie, comme ça. Oui, de la carte financière mondiale, comme je dis. Oui, bien sûr. C'est un sujet difficile, mais de rendre une monnaie vraiment non négociable et de confisquer les actifs d'une banque centrale, je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir, mais tôt ou tard, peut-être tard, ça va avoir des conséquences sur... le dollar réserve de change, Mais on imagine que des banques centrales, dans certains pays, peuvent se sentir menacées par la création de cet arsenal. C'est un précédent, ça. Oui, c'est un précédent. C'est un précédent. Qu'est-ce qu'on en dit d'ailleurs, Gustavo ? La création de cet arsenal. Alors évidemment, qui est à la hauteur, évidemment, de l'agression russe en Ukraine, etc. Et sans doute qu'il fallait en passer par là. Nous-mêmes sommes surpris de la vitesse à laquelle, d'ailleurs, on a pu mettre en place un tel arsenal de répression financière et économique contre un État souverain comme la Russie. Une signature souveraine qui était quand même appréciée des investisseurs. Je mets de côté Poutine, la gouvernance, etc. Mais je veux dire, des excédents multiples, pas de défaut à l'horizon, pas de déficit, un peu de rendement, une économie pétrolière. Et donc, les investisseurs aimaient la signature russe. D'avoir créé cette arme, je ne sais pas, est-ce que ça soulève des questions un peu structurelles pour demain ? Je crois que, de toute façon, l'apparition de la puissance publique dans la modélisation, dans les marchés financiers, ça date depuis, je dirais, le point haut de l'absence de l'État, c'était 2008, et depuis, on ne fait que détricoter toute une grande parenthèse très très libérale qu'il y a eu. Bon, ce que je raconte, tout le monde le sait. On sait bien que 2008, c'était ce point haut, et depuis, que ce soit sur les marchés financiers, la réglementation, la régulation,
En voilà, c'est un exemple aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, le pouvoir public utilise aussi les marchés financiers et le système financier comme une arme. Je dirais que la surprise dans le cas russe, c'était surtout donc le gel des avoirs de la Banque centrale. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'avait pas été fait à cette échelle-là. Je ne sais même pas, d'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez... Mais est-ce qu'il y a une base légale ? Enfin, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des avocats qui vont se pencher sur la question. Enfin, à un moment, il faudra aussi qu'il y ait une base légale, juridique, qui soit claire pour tout le monde de ce point de vue-là. Je ne sais même pas si ces questions sont tranchées aujourd'hui. C'est des domaines qui m'échappent complètement. Oui, l'utilisation du dollar, ça date déjà d'Obama. Il avait déjà commencé avec ce type de politique, que ça a été contre le Venezuela ou Bien contre sûr. d'autres. Bon, là, c'est une histoire de taille. Bon, évidemment, c'est une économie quand même plus grosse. Mais est-ce que ça changera quelque chose sur la domination du dollar ? Parce que c'est une question. Mais c'est très complexe en même temps, parce que si vous ne faites pas de dollar, vous ne faites pas d'euros. Vous faites quoi exactement ? On ne va pas tout mettre en yuan, ça semble aussi difficile. Puis est-ce que vous avez vraiment confiance que le pouvoir chinois ne va pas vous tordre le bras non plus ? Tout ça, et les problèmes des monnaies, c'est un problème relatif. Donc, s'il ne faut pas du dollar, il faut faire autre chose. Il semblerait que partout dans le monde, on en ait quand même conclu qu'il valait mieux faire du dollar, malgré ses inconvénients. Mais je sais pas, si je suis un État dont les relations ne sont pas au beau fixe avec les États-Unis, si j'ai un doute, si j'ai une inquiétude pour demain, je me pose des questions quand même sur la répartition de mes réserves de change, j'imagine. Bien sûr, on peut les changer un peu, on peut mettre plus d'or, ça a été une des réponses. Ouais. Enfin, l'or, il faut l'échanger à un moment contre quelque chose. On ne peut pas payer en or. Donc, de toute façon, si on vous coupe du système financier international... Mais bon, l'avantage de la mondialisation, c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup d'économistes la poussaient, c'était justement, c'est un vecteur de paix. On peut plus... on est tous très interdépendants. Ça rend plus difficile les conflits. Bon, il semblerait que dans certaines situations... ça se retourne aussi un peu contre le thème même de la mondialisation, puisque du coup, tout le monde se retrouve un peu éclaboussé par ces phénomènes. On l'avait déjà vu avec le Covid, cette interdépendance, comment les chaînes de valeur, tout ça a été impacté. On l'a de nouveau avec la Russie aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça crée quelques nouveautés. Peut-être que les dictateurs ici ou là vont essayer d'éviter peut-être d'avoir trop d'avoir en dollars, mais fondamentalement, pour l'instant, la domination du dollar sur les marchés internationaux, je ne crois pas qu'elle... En tout cas, si elle recule, ça va être assez lentement. Oui, le dollar s'est plutôt renforcé quand même c'est plutôt renforcé qu'autre chose. Sur la période des 15 derniers jours depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Sur l'idée de est-ce que c'est un nouveau risque à prendre en compte quand même pour les investisseurs d'avoir un monde occidental capable de détruire comme ça, encore une fois, la signature souveraine d'un État ? L'acte le plus significatif, je reprends ce qui a été dit, c'est quand même la confiscation des avoirs en dollars de la Banque centrale russe. Parce que là, ce n'est pas simplement la volonté de ne plus commercer avec un acteur. C'est la confiscation d'avoirs. Et donc, le débat anime beaucoup les spécialistes des marchés monétaires depuis une quinzaine de jours. Et d'ailleurs, Bloomberg a fait un dossier sur la question où ce que j'en retiens, c'est que la plupart des spécialistes des marchés de change disent que, en fait, dans la durée, cet acte un peu symbolique met quand même à mal le statut du dollar en tant que réserve de change. Puisqu'effectivement, ce qui faisait la force du dollar, même si, ça a été dit, il y avait déjà eu quelques coups de canif dans le contrat lorsque des sanctions avaient été prises sur des entreprises qui avaient contourné des embargos américains en utilisant le dollar. Disons, la loi américaine s'était appliquée de manière extraterritoriale parce que c'est le dollar qui est utilisé. Donc on avait déjà une brèche dans cette notion de réserve de valeur. Mais là, effectivement, pour beaucoup de spécialistes monétaires, ça veut dire que le monde va se séparer en deux blocs, en fait. Un bloc monétaire dollar, mais qui sera finalement constitué des alliés politiques des États-Unis. Et puis, pour les autres, qui ne sont pas parfaitement alignés sur, disons, la zone d'influence. Certains principes, on parle de principes désormais. Voilà. Eh bien, ce sera l'or ou effectivement la devise chinoise. Donc c'est sans doute ce qui se profile, mais le dollar va sans doute perdre son statut de devise majoritaire dans les bilans de toutes les banques centrales. Parce que si
du fait d'un différend politique majeur, vous ne pouvez pas récupérer vos avoirs, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, il y a un certain consensus quand même qui se fait jour auprès des spécialistes des marchés de change. Il faut qu'on s'arrête, mais si vous avez encore une remarque, Nicolas? Non, on s'arrête. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Delorme, stratégiste macro de M&G Investments, Gustave Orenstein, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Nicolas Brault, directeur des gestions d'Oudart Gestion, étaient nos invités en plateau.